Putain, les souvenirs d'adolescence, incroyable, tous les codes en tête. Non, la voiture à missile, c'est pas histo, le soldat laser non plus. Bonjour, je m'appelle Thibaut Icarius et je suis spécialiste en histoire matérielle, donc c'est-à-dire les visuels de l'histoire, comment est-ce qu'on montre l'histoire, est-ce que c'est vraiment important d'avoir des jeux vidéo réalistes ou pas? Eh bien, on va en parler ensemble pendant quelques temps. Et on commence par Age of Empires, évidemment, comment ne pas commencer autrement que par Age of Empires. C'est sorti en 97 et on a un jeu qui sort, jeu vidéo historique extrêmement emblématique, jeu de stratégie sur l'Antiquité. L'hoplite grec qui est devant là, celui-ci, il est quasiment parfait. Il a deux vrais problèmes. Son épée, qu'on appelle un xyphos en forme de feuille, devrait être plus petite et moins large. Et son bouclier, il est un peu trop plat. En réalité, les boucliers grecs à cette époque, ils sont très enveloppants, tout simplement parce qu'ils doivent pouvoir tenir sur l'épaule. Et c'est comme ça qu'on fait des formations avec. Et on a derrière son armure qu'on appelle un linothorax, parce que c'est fait avec une base de lin. Ils se sont dit, ok, il faut qu'on fasse un jeu de stratégie, il faut que les choses soient compréhensibles très rapidement. Donc, ils ont pris les choses emblématiques de chaque civilisation, ils les ont réduites au minimum et ils ont mis ça dans le jeu. Alors effectivement, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement réduit, mais ça fonctionne super bien. Tout est emblématique dans Age of Empires. C'est ça qui est incroyable et c'est là où le jeu a bien fait son truc. Déjà, je trouve que c'est un jeu qui a posé les bases du jeu historique. C'est aujourd'hui, quand on veut faire un jeu historique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on simplifie au maximum, on met en scène, on met un peu tout le monde sur un même piédestal, on fait des changements de style et puis roule. Et ça a été un petit peu le guide du jeu vidéo historique jusqu'à nos jours. Alors en termes de notes, si je devais donner une note à Age of Empires, évidemment c'est le jeu de mon adolescence, comment est-ce qu'on peut donner une note à Age of Empires? En termes de visuel, j'irais sur un 45%. Je vais donner des notes de visuel pur. 45% parce qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui partent un peu dans tous les sens parce que il a fallu simplifier au maximum, donc on ne peut pas non plus faire des miracles. Mais c'est un jeu qui prétend pas vous apprendre l'histoire, qui prétend vous faire jouer avec l'histoire, et à ce titre-là, moi je trouve ça très cool. Toute la Gaule est occupée. Toute, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Alors déjà, nos ancêtres les Gaulois, l'image qu'on s'en fait, elle est souvent, c'est un truc qui vient d'un truc belge à l'origine, donc c'est un peu rigolo qu'on reprenne ça pour les Français. Le truc d'Astérix, c'est que c'est souvent considéré comme une blague, tout est mauvais, etc. Mais c'est plus complexe que ça. À la base, Astérix Obélix, ça a été créé pour être une satire de la société française de la fin du XXe siècle. Donc il y a des choses qui sont hyper fantasques, le fait qu'ils mangent du sanglier, les costumes, les casques avec des ailes, etc. C'est un délire. En gros, au XIXe siècle, on a le développement de l'archéologie contemporaine. On a toute la vague culturelle du romantisme, qui va beaucoup s'inspirer des périodes historiques pour faire vivre des aventures aux gens. Voilà. Donc forcément, on a une surexploitation de l'histoire à cette période-là, et c'est un peu là que se crée cette passion profonde pour l'histoire. Elle existait déjà avant, mais passion à la fois populaire, mais aussi par les élites, par tout le monde. Tout le monde va aimer l'histoire, alors qu'avant c'était plutôt un truc pour les élites. Alors la tenue des Romains, c'est un vrai sujet aussi, parce que la tenue des Romains dans Astérix, on l'imagine bien, c'est une tunique souvent verte ou rouge, mais souvent verte avec des bandes. Alors on en voit d'ailleurs à l'écran. Et cette fameuse armure à bandes. Alors l'armure à bandes, on appelle ça une lorica, ça veut dire armure segmentata, segmentée tout simplement. Et la lorica segmentata, c'est l'armure la plus emblématique de l'armée romaine, mais c'est probablement une de celles qui a été la moins utilisée, mais qui en réalité devait être réservée à une élite absolue de l'armée romaine, donc même tous les légionnaires romains n'en portaient pas, portaient plutôt des cottes de mailles. Les casques, c'est pareil, ils ont pris un casque qui est très emblématique, sauf que des casques romains, il y en a eu littéralement des dizaines et des dizaines, et que celui-là correspond à un truc précis, à une période précise, celui avec l'espèce de petite boucle au-dessus là. C'est très pratique pour faire la collection d'Obélix, mais il y a plus de variations normalement dans les casques romains. Alors les Astérix, comme je l'ai dit, c'est toujours un petit peu bancal parce que c'est à la fois une satire de la société française, à la fois un peu de gaulois, mais souvent avec des sources très anciennes. Donc en termes de sources, en termes de visuel, je mettrais 55%. Allez, dans le sens où il y a des choses qui sont très bien, il y a des choses qui sont très mauvaises, mais souvent les gens ont retenu le mauvais et les idées reçues, beaucoup qu'on a sur les Gaulois aujourd'hui, c'est des idées reçues qui viennent du 19e siècle et d'Astérix. Mais pour autant, il y a des très bons trucs dans le détail, des choses sur lesquelles Astérix était précurseur en termes de manière de représenter l'Antiquité, donc 55%, peut-être même 60%, c'est pas si mal. Cette fameuse armure segmentée qui est une armure de soldat probablement un peu d'élite, de légion, un peu choisie pour être représentative de la grandeur de Rome, etc. On les voit sur ce qu'on appelle la colonne Trajane, qui se trouve en Italie.
Et on voit beaucoup cette armure-là, tous les légionnaires ont cette armure-là, et comme c'est des sources qui sont très visuelles, très claires, et justement très bien représentées, on peut très vite en déduire des choses. Sauf que la colonne Trajane, ça reste une œuvre de propagande. Donc partant de là, ce qu'on va montrer dessus, c'est le légionnaire romain, comme ils sont super forts, comme ils sont super beaux, comme ils sont super bien équipés, comme ils ont des armures que personne d'autre n'a, machin, etc. Et c'est probablement extrêmement exagéré par rapport à la réalité. Et là, en plus de ça, on a une armure qui est un peu futuriste dans son design, c'est-à-dire que ça fait un peu Space Marine antique, quoi. Et normalement, ce qu'on voit sur le devant, les espèces de pendants, là, qu'on appelle un cingulum en latin, c'est quelque chose de très précis, qui ressemble pas vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pendants, ils sont plus fins, etc. Mais en fait, c'est une ceinture, un ceinturon qui est l'attribut du soldat. Donc un soldat a forcément un cingulum, même s'il n'a pas son armure. Ici, je pense qu'ils ont voulu faire une inspiration probablement de ce qu'on estime être l'âge d'or de l'Empire romain, c'est-à-dire premier après, deuxième après. Et à cette époque-là, on a effectivement un bouclier rectangulaire comme celui-ci, mais il est plus grand, parce qu'il faut pouvoir se cacher derrière, c'est tout simplement ça. Ah non, il est catastrophique. En fait, alors il y a plusieurs glaives romains en réalité, là encore on s'imagine souvent une arme très courte. C'est pas toujours le cas. À l'époque d'Astérix par exemple, la guerre des Gaules, Vercingétorix contre Jules César, etc., le glaive romain est très long. Il y a vraiment, c'est une épée quoi. Après, c'est l'époque de l'Empire où ça va se raccourcir un petit peu. Comment classer un jeu comme Rise? Je lui mettrais un bon 5%. Mais c'est surtout parce que les gens ont des bras et des jambes et des yeux et c'est historique ça. Mais bon, le reste c'est trop adapté, c'est trop délirant à la fois dans la manière de combattre, à la fois les vêtements, les costumes, les trucs. Il y a des idées, mais c'est toujours... ils ont voulu faire un petit peu du romain futuriste et donc c'est jamais très bon et... Voilà, je suis pas très fan et en plus de ça, l'idée que Rome est toute puissante, c'est une idée reçue aussi. Donc, pas fan. Donc là, Assassin's Creed Origins, c'est particulier. Je trouve que c'est une bonne représentation de ce qu'Ubisoft sait faire de mieux. En fait, on n'est pas sur l'Égypte antique classique, les pyramides, les pharaons, les trucs comme ça. On est sur quasiment la période de la guerre des Gaules, puisque de mémoire, le jeu se passe en 48 avant l'ère chrétienne, et la guerre des Gaules, c'est 42. Donc on est vraiment dans un mouchoir de poche. En l'occurrence ici, l'Égypte est dirigée par les Lagides, qui est la dynastie grecque, qui est en fait celle qui a succédé à Alexandre le Grand. Et ça permet de montrer plein de trucs hyper emblématiques. Mais il faut bien se dire en termes de période qu'on a tendance à voir l'Égypte classique, l'Égypte antique comme quelque chose d'assez figé, mais c'est plusieurs milliers d'années. Et en l'occurrence, nous aujourd'hui, on est plus proche de l'époque du jeu que l'époque du jeu n'est proche des pyramides, par exemple. Et nous nous sommes rapprochés, incroyable, du phare d'Alexandrie, construit évidemment pour guider les bateaux jusqu'à cette ville, qui en fait est idéalement située en termes de géographie, pas du tout en termes d'eau, mais c'était là son seul problème, donc on a adapté. Et donc c'est devenu un carrefour commercial exceptionnel, mais pas uniquement, puisque c'est aussi devenu un carrefour culturel. Et ça va nous faire une habile transition pour aller voir le bâtiment suivant, qui se trouve être la grande bibliothèque d'Alexandrie. Une grande bibliothèque d'Alexandrie qui a malheureusement brûlé avec beaucoup de ses ouvrages, mais qui à l'époque on considère que la bibliothèque d'Alexandrie contenait tout le savoir du monde. Après souvent dans les Assassin's Creed, ils ont tendance à augmenter la taille des bâtiments pour jouer sur cette verticalité qui est très importante pour le jeu. Moi je trouve que c'est un sacrifice de gameplay qui est somme toute assez anodin et qui trahit pas la période. Alors sur Origins c'est un peu compliqué parce qu'en fait pour moi c'est un peu le même délire qu'Astérix. Vous avez des choses qui sont vraiment très très bien mais qui côtoient des choses qui sont pas terribles du tout et qui créent un peu d'idées reçues et un peu de délire. Par exemple, en termes d'idées positives, le côté multiculturel, de civilisations qui se sont succédées, se sont entremêlées et qui vous permettent de comprendre un petit peu l'état d'esprit de l'Égypte à cette période où c'est à la fois égyptien, grec, romain, mais avec des gens qui viennent d'un peu partout. Le côté cosmopolite d'Alexandrie, c'est incroyable, ça c'est vraiment très très bien. Par contre, le côté ninja du désert, bédouin un peu bizarre, habillé avec des chiffons, des trucs, des machins, ça c'est moins bien. C'est vrai que dans les costumes, c'est un peu approximatif. Bon 60%. Très intéressant Hades parce qu'on est sur cet archétype on prend l'histoire, on respecte à 100% ce qu'elle raconte, mais on adapte sur du contemporain. Donc c'est trop bien, parce qu'ils sont allés vraiment très loin dans le délire. Du coup, Hades se permet d'explorer des choses de la mythologie grecque qui sont assez mal explorées d'habitude. On a des personnages qui, en termes de genre, sont pas particulièrement toujours alignés.
Donc c'est intéressant d'avoir ça aussi là parce que ça reflète les attributs qu'on donne aux dieux ou aux différents personnages, où on sait que Charon c'est celui qui a la barque qui va transporter les morts, on sait que tel dieu, telle déesse a telle caractéristique, ça c'est tout à fait réaliste. C'est ça qui est hyper important dans les jeux vidéo historiques, on peut jouer avec l'histoire, on peut faire plein de trucs avec, on peut partir sur un truc un peu délirant façon roguelite avec des designs qui sont un peu comics, un peu manga, un peu plein de trucs, et pour autant ne pas trahir l'histoire. Alors Hades c'est un peu particulier parce que si je devais donner une pure note de visuel, je mettrais 0%, c'est-à-dire moins que Rise, qu'ils ont aussi des bras et des jambes, mais c'est pas le sujet. Le problème d'Hades c'est que l'adaptation visuelle est partie très loin, est partie dans un truc un peu contemporain, mais par rapport à l'histoire et à ce qui nous est raconté, c'est un excellent jeu historique, et ça montre bien que pour faire un excellent jeu historique, il n'y a pas besoin d'avoir un visuel très historique. Il y a plein de films aussi qui sont des bons exemples de ça. Il faut savoir trier quelque chose qui ne trahit pas l'histoire de quelque chose qui trahit l'histoire, et ça ne se joue pas toujours au visuel. Assassin's Creed Odyssey, à savoir que je vous ai forcé à ce qu'on parle de ce jeu. Non, c'est faux, vous l'avez suggéré, mais j'étais très content parce que j'adore ce jeu. Un exemple parfait de voilà comment on adapte l'histoire correctement dans un jeu vidéo. Là, quand on voit les tuniques comme ça, en fait, c'est plutôt pas mal. Alors la ceinture est pas bonne, typiquement, mais la tunique et donc le rendu global est plutôt intéressant. Mais si on va voir d'autres gens, voilà, ça, des représentations comme ça, on en a plein. Avec une tunique, parfois avec l'épaule découverte. Alors Assassin's Creed, ils ont une mauvaise habitude de décor qui consiste à mettre des trucs à gauche à droite pour faire genre c'est de la vie. Après, c'est pas délirant d'avoir une ville avec des bouts de marché, des trucs comme ça, mais il y a souvent vraiment un effet, on a mis ça là pour faire décor. Donc moi, ce que je trouve exceptionnel dans Assassin's Creed Odyssey, c'est le sens du détail. C'est-à-dire que le moindre étal qui ne sert que de décor, vous avez déjà des trucs qui sont parfaitement historiques dessus. On a ici une échoppe de vendeurs d'instruments de musique visiblement. Donc on a une lyre grecque qui est faite avec des cornes et une caisse de résonance. Le modèle est plutôt bon. Ça, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un truc un peu égyptien dans l'idée. C'est pareil, pourquoi pas. Flûte de Pan, le satyre Pan qui est très connu dans la mythologie a une flûte de Pan, donc ça c'est ok. Là, on a une diaolos on dirait un peu des flûtes, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment des trucs qu'on manie comme ça et on joue avec les deux mains. Certaines choses existaient à cette période, d'autres non, mais en soi, c'est pas délirant. On a vraiment une tentative de représenter une ville grecque classique, avec des choses qui sont assez cohérentes pour ce qu'on en sait, et les édifices religieux et politiques sont évidemment au centre de ces organisations, mais exactement comme aujourd'hui. Moi je trouve ça exceptionnel, puis c'est beau, je suis désolé, mais quand on voit ça là, moi je peux passer des heures à juste regarder les décors d'Assassin's Creed Odyssey, c'est magnifique. Et en plus de ça, on pourrait passer une heure entière à aller voir les gens travailler dans les ateliers, dans les trucs, c'est des trucs qui sont plutôt bien mis en place. On voit des gens scier des planches, par exemple. Comment on scie des planches à l'époque pour qu'elles soient droites ? En fait, ils ont mis en place le système qui permet de scier des planches et tout. Bon, Odyssey, vous l'aurez compris, je vais mettre un, 1300%, un truc comme ça ? Non, c'est faux. Non, on va rester sur un 80% en termes de cohérence visuelle pour Odyssey parce que globalement, je trouve ça très bon. Les adaptations sont très compréhensibles pour le game design et le gameplay. Pour moi, c'est très entendable et c'est pas des adaptations qui sont des vrais problèmes pour comprendre la période, pour avoir une image de cette période incroyable qu'est la Grèce classique. Donc 80%, c'est plutôt chouette. Jouer à Assassin's Creed Odyssey, je vous en supplie, alors oui, on n'a pas le délire de l'infiltration, on l'a, mais on peut le zapper. Mais en termes d'immersion dans la Grèce classique, dans une période historique, pour moi, c'est le meilleur d'Assassin's Creed. C'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur équilibre entre jeux vidéo et histoire aujourd'hui. Et faut jouer à Assassin's Creed Odyssey, en tout cas sur Antiquité, hyper important. Vous pouvez jouer à Origins, je pense que c'est très chouette pour comprendre cette ambiance de l'Égypte ptolémaïque. Un peu moins bien qu'Assassin's Creed Odyssey, je le mettrai juste en dessous dans mon podium, mais c'est très cool. Et après, si je respecte mes notes, jouer à Astérix. Merci d'avoir suivi ce petit sujet historique aujourd'hui avec nous sur jeuxvideo.com. Vous pouvez me retrouver si tout ça vous intéresse sur ma chaîne YouTube Histoire Appliquée où je parle un petit peu de tout ça, l'histoire dans la culture populaire de manière générale, sur Instagram également @Icarius et tous les jeudis soirs en live sur Twitch, twitch.tv/Icarius. Et puis en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.